Bonjour à toutes et à tous. Les transports ferroviaires sont connus pour être un mode de déplacement garantissant la sécurité des biens, marchandises et des personnes dans un système intégré où le matériel, le train, font corps avec son infrastructure, le rail. Les règles d'exploitation de ces circulations, dont la sécurité ont longtemps été la seule préoccupation des compagnies ferroviaires privées, avec la mise en place de règlements internes et de procédés techniques. Près de 200 ans après son apparition, le chemin de fer s'est considérablement transformé au gré des objectifs de rentabilité, de croissance industrielle, des guerres et d'une manière générale du développement économique dans une logique toujours plus libérale. Cette transformation a été rendue possible grâce à l'innovation et au progrès technologique, plus de marchandises transportées, plus de voyageurs, plus d'infrastructures. Les chemins de fer étaient indispensables à la révolution industrielle. Nos territoires, villes, métropoles ont connu un développement en fonction du maillage ferroviaire plus ou moins important. La sécurité repose initialement sur une réglementation, donc sur une confiance, en ce sens de l'obéissance et du devoir qui sont inculqués par une éducation, puisque l'on recrute dans les familles ouvrières à sens moral, élevées en attendant de recruter au sein de la famille cheminote par une formation professionnelle assurée par les compagnies, par une réglementation qui ne laisse aucun vide et espère prévoir la totalité des imprévus, par une qualité maximale du matériel roulant et des installations fixes qui, mécaniquement, ne laisseront place à aucune faille. C'est ainsi que vers 1840, en France comme au Royaume-Uni, on fait procéder le train par un cavalier trompette qui écarte les curieux, s'assure que la voie est libre et dégagée de tout obstacle ou danger, et qui, en fin de compte, ouvre la voie à une équipe de conduite. La vitesse croissante des trains, la longueur des parcours, la faible fiabilité de ce système sont autant de raisons pour mettre fin à l'existence de ces cavaliers et à donner aux équipes de conduite leur autonomie et leur responsabilité. Pour autant, avec l'augmentation du nombre de circulations, les incidents et accidents se font de plus en plus nombreux. En 1856, par exemple, 121 cheminots sont morts au service et 431 sont blessés. Ces chiffres sont chaque année en accroissement. De 1835 à 1854, on déplore 1157 accidents de personnes par leurs propres imprudences lors des voyages en chemin de fer. Mais ces derniers génèrent également 597 accidents voyageurs sur la même période. À partir des années 1850, les ingénieurs pensent que le croisement de sécurité passe par le perfectionnement technique, beaucoup plus que l'obéissance à des règlements contraignants et par la lutte contre ce qu'ils perçoivent comme étant une imprudence chez les cheminots de la base. Le problème du freinage est un exemple de ce changement de mentalité qui apparaît pendant la deuxième moitié du XIXe siècle. Désormais, on va miser sur les possibilités offertes par les techniques plutôt que par les hommes seuls. L'opinion commence à refuser l'aléatoire, l'imprévu et le danger. L'art d'ouvrir les parapluies gagnera rapidement sa place dans les principes fondamentaux dont les dirigeants des compagnies de chemin de fer seront leur doctrine. Si quelques textes, lois, décrets gouvernementaux sont à mettre en œuvre, ils seront en se déchargeant de toute responsabilité vis-à-vis des exécutants situés en bas de l'échelle. En effet, tout accident est a priori la conséquence d'une négligence ou d'une ignorance des textes pour les dirigeants des compagnies ferroviaires et des politiques. La création de la Société nationale des chemins de fer en 1938, regroupant l'ensemble des compagnies ferroviaires privées, ne changera que peu la donne en la matière. Au XXe siècle, la longue litanie des accidents ferroviaires donnera naissance à de nombreuses évolutions technologiques. Sans toutes les citer, certaines sont notables et concernent tant des organes techniques, des matériels roulants que des innovations sur l'infrastructure par la mise en place de systèmes de sécurité. Concomitamment à l'instauration du nouveau dispositif de sécurité, la réglementation interne des chemins de fer évolue, tout comme la formation des cheminots qui sont de plus en plus des partenaires de la sécurité. Des boucles de rattrapage sont instaurées afin d'éviter l'incident ou l'accident. Cette évolution se réalise sans cadre législatif contraint. Il est évident pour le système ferroviaire que sans sécurité optimale, l'avenir du train restera limité. Les modes de transport sont forcés de prendre un virage libéral imposé par les règles du marché mondial dans les années 1990. Dès lors, tous les freins à l'émergence d'acteurs alternatifs dans ce secteur plus ou moins régulé sont progressivement levés. Les règles de sécurité des biens et des personnes n'échappent pas à cette volonté. Un lent mais efficace mécanisme législatif européen vient transfigurer le paysage du monde ferroviaire au gré de rapports, réformes, directives et règlements
transposée en droit français, ayant pour seul objectif l'instauration de la concurrence dans le ferroviaire. Fret SNCF a servi de laboratoire d'expérimentation avant la généralisation de l'ouverture à la concurrence au mode voyageur d'aujourd'hui. Les transformations structurelles, économiques, sociales et organisationnelles de l'entreprise publique sont nombreuses pour tendre vers une libéralisation complète du secteur ferroviaire. Longtemps associée à une vision nationale, la sécurité ferroviaire a acquis depuis le début des années 2000 une dimension européenne qui dépasse le champ des opérateurs historiques ferroviaires nationaux. Le champ des opérateurs, les chemins de fer communautaires subissent plusieurs décennies de transformations réglementaires et législatives qui ne sont pas sans conséquences sur l'organisation de la production de la sécurité des circulations ferroviaires. Dès 1991, les premières dispositions réglementaires et législatives viennent percuter le système ferroviaire avec les 4 paquets ferroviaires modifiant la situation de l'opérateur public sur 4 points. Assainir la situation financière pour la rendre plus compétitive, notamment avec l'injonction de réduire son endettement. Rendre la SNCF indépendante de l'État en établissant une comptabilité propre à chaque activité. Ouvrir le réseau ferré national aux entreprises ferroviaires des autres États membres dans le secteur du transport de marchandises et de voyageurs. Et la séparation de l'infrastructure ferroviaire de celle de l'exploitant des services de transport sur le plan comptable de manière à garantir une plus grande transparence dans l'utilisation des fonds publics. Parallèlement, les dispositifs sociaux à la SNCF sont systématiquement montrés du doigt et remis en cause par la direction SNCF. En moyenne, depuis 2008, ce sont 1500 emplois par an qui sont supprimés. Après une gestion par activité, la direction de la SNCF a instauré la gestion par produit, segmentant la production ferroviaire, la sous-traitance de pans entiers de l'activité et la réduction des budgets, notamment dans l'infrastructure, provoquent de la qualité, empêcher des malfaçons et malheureusement des accidents comme celui de Brétigny-sur-Orge le 12 juillet 2013. Aujourd'hui, la sécurité est traitée comme un coût de structure. On passe d'une maintenance préventive à une gestion calculée de l'entretien des installations ferroviaires et du matériel roulant. C'est bien le risque calculé qui guide la politique industrielle en matière de sécurité. Devant les tragiques accidents du travail graves et mortels enregistrés depuis le début de l'année 2017, la SNCF a mis en place les règles qui sauvent. Au-delà du fait que ces règles qui sauvent soient issues des grandes théories patronales, elles n'ont pour but que de tenter de déresponsabiliser pénalement nos dirigeants, les employeurs. L'entreprise tente de s'affranchir de ses obligations d'employeur en matière de santé et sécurité au travail et qui plus est totalement décontractée, voudrait mettre en responsabilité juridique les victimes d'accidents du travail. Dans ses rapports d'enquête, suite à des accidents du travail graves ou mortels, l'entreprise utilise la méthode FOH consistant à investiguer uniquement sur les facteurs organisationnels et humains. Force est de constater que les conclusions de ces enquêtes mettent presque toujours en exergue la faute ou l'erreur humaine. En ce sens, c'est la double peine pour la victime qui est appliquée. Pendant ce temps-là, l'entreprise, inscrite dans sa politique du risque calculé, continue inexorablement à prioriser ses gains de productivité au détriment de la santé et la sécurité des salariés de l'entreprise, mais également ceux mis à disposition. C'est un exemple qui symbolise la recherche du dédouanement plutôt que de la mise en place de moyens et de méthodes destinés à assurer la sécurité des cheminots et des circulations. Les moyens mis dans la sécurité et la pression financière nous permettent de maintenir nos commentaires s'agissant des investissements de mise en conformité qui intègrent les investissements de sécurité comme indiqué dans le contrat de performance en vigueur à ce jour. Les montants ne concernent que le fait d'être à jour avec la réglementation. Dès lors, on peut considérer que les quelques 150 millions d'euros par an en moyenne sur la période sont faméliques si on les compare aux 80 millions d'euros investis dans l'Hyperloop d'Elon Musk ou aux 360 millions dans les cars Macron. Ce qui rejoint l'idée première, nous ne sommes pas ou plus sur une culture de sécurité, nous sommes sur une problématique de la sécurité, vue comme un centre de coût, une contrainte légale. L'abaissement des standards de sécurité sous la pression des directives européennes qui prônent la concurrence, qui dit ouverture à la concurrence, dit focalisation des entreprises privées sur les axes, les lots les plus profitables, les plus rentables. Le reste du réseau et de l'exploitation étant délaissé, les réglementations autour de la loi LOM et de la loi 3DS ont permis aux régions de reprendre la gestion et où la propriété
des lignes de desserte fine du territoire, avec des exemptions et exclusions de mesures mettant en œuvre les directives européennes relatives à la sécurité. Dans la même lignée, le règlement européen RE 2023-1693 d'orientation libérale vient supplanter un pourcentage significatif de textes nationaux, 95%, et impacte les centres de formation, les centres d'aptitude médicale, les catégories de personnel exerçant des tâches essentielles de sécurité, désormais tâches critiques pour la sécurité. Nous voyons ici l'abaissement des exigences jusqu'au choix des termes qui sont employés. La sécurité ferroviaire, durant près de 200 ans, s'est construite sur des règlements stricts, d'abord en interne par les compagnies ferroviaires, puis harmonisés par l'opérateur public SNCF sous contrôle de l'État. Dans l'objectif de construction d'un espace ferroviaire unique européen, des administrations et un régulateur, l'ART, ont tous été dotés de prérogatives étatiques. Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des marchés, tant sur le transport de marchandises que de voyageurs, la compétition autorisée entre opérateurs publics nationaux n'a pas rencontré le succès escompté par la Commission européenne. Il en va d'ailleurs de même pour le secteur privé et l'émergence de nouveaux opérateurs pouvant, comme la pensée libérale le diffuse, être plus performants pour exploiter un service public, fût-il de transport. Dès lors, il a été concédé d'assouplir les réglementations ayant trait à la sécurité et l'interopérabilité des réseaux ferroviaires, ou bien de rendre bienveillants les agences devant garantir celles-ci. La sécurité documentaire a pris le pas sur la culture sécuritaire pour assouvir l'appétit libéral d'un marché dérégulé. Je vous remercie.